Iran. La République, on en parle encore dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Une émission qui décrypte pour vous, chers téléspectateurs, l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une République démocratique du Congo en danger. Pourquoi? Parce que hier, les Kinois se sont réveillés sous un émoi suite à l'événement malheureux qui s'est produit au niveau du Palais de la Nation, mais aussi au niveau de la résidence de l'homme politique très connu de notre pays. Il s'agit là de Vital Kamerhe. Une attaque des assaillants conduite par un homme politique congolais vivant aux États-Unis, Christian Mangala. Alors on va se poser des questions autour de cet incident. Prévu à accoucher d'une souris. Jusque-là, pas de date, alors que cette Assemblée nationale, son bureau définitif est attendu pour investir le nouveau gouvernement qui est aussi attendu et impatiemment par les Congolais. Voilà, c'est tous ces sujets qui feront l'objet de cette émission, mais je ne serai pas seul pour monologuer. Je suis avec, ici sur ce plateau, Emmanuel Ngunga, un habitué de cette émission Décryptage. Emmanuel Ngunga, bonsoir. Bonsoir, M. Fiston Oleko. Ça va? Oui, ça va, ça semble aller par la grâce de Tout-Puissant. Voilà, on va commencer par ce sujet lié au coup d'État manqué d'hier. Mais avant qu'on aille un peu beaucoup plus loin, on va prendre cet élément qu'on a préparé à la régie. C'est le point de vue justement de l'armée de la République démocratique du Congo, les FARDC, qui était sur terrain pour bouter hors d'état et nuire à ce groupe d'assaillants qui ont investi brièvement le palais de la Nation. Des coups d'État a été déjoué ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre JDT Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la Nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. C'est hors la loi, ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant le palais de la Nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention des FARDC au palais de la Nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang Viatoshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. La target ya président Bemba na Kamerhe na madame premier ministre na wuti Angleterre na landai kaka mouvement ya sa biso ke no soki to sala ye ba Bemba comme président soki to leki Kamerhe to lui madame wana ye mtaka prononcer comme président de la République. Elle est comme un news. Donc, quand il origine à Indien, à Zoroba, à Poto, au Yé, à pouvoir croire qu'il y a un américain à Simana. Ah, je vais dire américain à la idéologie de la paz,
ezali ke Congo badésordre eleki trop soki tochange mboka tokomisa na Zaïre désordre wana ekosila idéologie ya Zaïre nano eza bongo bainfiltre banini balati nkombo ya Congo sikoyo soki tokontinue na Congo rien va changer yango idéologie tozonga na Zaïre mpo bachanger idéologie wana ezonga bien. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. Voilà, vous avez suivi les faits tels qu'ils se sont déroulés au niveau du Palais de la Nation, mais aussi à la résidence de Vital Kamerhe. Emmanuel Ngonga, est-ce que notre pays est à tel point en danger? Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous vous êtes réveillé et vous êtes tombé sur cette information? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier lieu? Pour nous, c'était une surprise. Et puis, c'est un sentiment de regret. S'il s'avérait vrai qu'il s'agit d'un coup d'État raté. Ah, vous avez encore des doutes? Moi, j'ai toujours dit que nous devons fuir ce qu'on appelle l'impérialisme de l'actualité brutale. Ce que veut dire? C'est-à-dire que tout homme scientifique doit analyser la situation, doit comprendre ce qui se passe et puis donner des réponses à ce qu'on nous vend comme information. L'impérialisme de l'actualité brutale. C'est-à-dire qu'on peut vous vendre, on vous vend des matchs de football, mais ce qui s'est fait, ce n'est pas un match de football, par exemple. On peut vous vendre la guerre, mais ce n'est pas en fait la guerre qui est derrière ce qu'on voit comme image. Donc c'est ça, en tant que scientifique, nous devons analyser et puis comprendre ce qui s'est passé. Et comme tout Congolais, comme tout patriote, nous avons été choqués de voir que c'est la haute institution, parce que c'est là où réside le président de la République. C'est là où il reçoit. C'est là où il a reçu le pape, il a reçu le roi Philippe. C'est en fait, si on était dans l'église, on dirait dire le lieu le plus saint. Voilà. Et c'est ça en fait, parce que c'est un lieu sacré, où le pouvoir est sacré, et c'est le bureau du président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Le commandant suprême. Qui est le symbole même de la République, ouais. de l'unité nationale, et voir qu'il y avait les insurgés qui ont pris d'assaut le palais ou le bureau du président de la République, ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter. On a vu le gouvernement faire un communiqué. On a vu aussi, bien évidemment, les condamnations qui venaient de partout. Comme je l'ai dit, est-ce que nous sommes vraiment en danger par rapport à tout ce que nous avons vu? Est-ce que nous sommes vraiment un État aussi vulnérable à tout vent qui peut venir de l'Orient comme de l'Occident? Nous sommes en danger, M. Fiston. Nous n'avons jamais cessé de le dire. C'est parce que lorsque nous passons débattre des sujets de la nation, les Congolais, nous sommes descendus trop bas, où ceux qui sont peut-être à l'opposition vont acquiser la majorité, ceux qui sont à la majorité ne croient pas aux opposants, et surtout les groupes de pression, on est pris comme si nous étions les ennemis de la République, mais nous disons non, nous sommes des patriotes. Et nous devons réfléchir pour donner des solutions aux problèmes qui est le nôtre. Ça, c'est un. Et écoutez, lorsque les gens sont au pouvoir, lorsque, même pas au pouvoir, c'est en fait, c'est sociologique, que l'homme en lui-même ne voit pas le mal. C'est pourquoi Socrate a dit, connais-toi toi-même. À un certain niveau, il faut faire l'examen, l'autocritique de vous-même, l'auto-évaluation pour comprendre est-ce que ce que je fais comme action, ce que je pose comme action, contribue-t-elle à la bon environnement? Et il est difficile que l'homme en tant qu'humain prouve ses propres erreurs. Et c'est l'autre qui te voit. Et l'autre, c'est qui dans la gestion de la République? Alors là, vous dites que nous devons faire un examen, une forme d'introspection de ce que nous... Et c'est ce que, là où nous allons et ce que nous faisons. C'est pourquoi vous voyez dans le pays
dans les pays où il y a la démocratie avancée, vous voyez qu'il y a la société civile qui joue ce rôle-là, hein, d'interpeller les institutions. Vous voyez que c'est l'opposition ou la gauche ou la droite ou le centre qui interpelle les institutions de la République pour dire que oui, vous êtes là, vous êtes en train de gérer, mais voyez le danger, voyez les limites, voyez ce que vous allez faire. Voilà, mais chez nous, ce n'est pas ça. Lorsque l'opposition peut dire quelque chose, c'est contre le pouvoir. Le pouvoir dit non, ils sont contre nous. Et nous, peut-être aujourd'hui, les groupes de pression, les mouvements citoyens, lorsqu'on dit que ça ne va pas, le pouvoir vous prend à mal. Non. Voilà, là je comprends que vous prêchez pour votre chapelle. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Emmanuel Ngonga est responsable d'un mouvement, on appelle mouvement citoyen, SOS Jeunesse en danger. Voilà, on va rester un peu dans ce sujet lié à cet incident d'hier. Est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que ça a laissé en vous des questionnements qui restaient pendantes pour la survie de notre pays par rapport à ce que nous avons beaucoup en tant que citoyen, mais épinglé même 2-3 en tant que leader aussi, et c'est ce qui circule dans l'opinion publique. Et je crois que nous devons essayer de comprendre ça, comment c'est arrivé, parce que nous voyons les images qui circulaient et nous nous disons, est-ce que ces gens-là avaient vraiment l'envie de faire un coup d'État? Parce que c'est à 4 h du matin, et c'était un samedi. Est-ce que le chef de l'État arrive-t-il, soit ils ont eu l'information que le chef devait travailler la nuit pour qu'il puisse venir un dimanche. Et un dimanche, on ne sait pas, c'est peut-être ça. Mais il le laisse là où le président réside, c'est à l'OIA, mais ils viennent au palais de la nation. Au lieu même de passer directement à l'action, ils sont passés d'abord par la maison ou le domicile du vice-président, pardon, vice-premier ministre en charge de l'économie, l'honorable Vital Kamerhe. Et c'est là où ça frise et ça nous donne beaucoup de réflexions. Et moi, lorsque je vois, je n'ai pas fait la sécurité, mais lorsque je vois la personne même, les chefs de bande qui a été neutralisé, agité, perdu dans l'enceinte du palais de la nation. Il commence lui-même à motiver même ses hommes. Il motive ses troupes et le troupe même qui était tout autour de lui, une poignée de 30 personnes, je crois, environ. Avec de la gomme. Avec de la gomme. Sandales et des sandales, sans armes lourdes et sans quoi. Mais on se laisse poser des questions. C'est quoi cette aventure? Est-ce qu'ils étaient sûrs de l'action qu'ils devraient poser? Parce qu'il s'agit ici d'un coup d'État. Il s'agit ici de renverser les institutions de la République. Il s'agit ici qu'ils devraient être en face d'une armée. Ils devraient être en face du fait de l'armée congolaise. Est-ce que... Alors, on se pose des questions. Ils se retrouvent à l'intérieur du bureau. C'est le siège du bureau du chef de l'État. C'est quel scénario qu'on ne comprend pas et que nous demandons que les enquêtes soient faites et qu'on nous donne la vraie version de la chose, s'il s'agirait d'un coup d'État réellement prétendu. Mais non, s'il s'agit d'un coup d'État, nous regrettons. Nous devons regretter parce que c'est là où je réponds à votre question, que nous sommes en danger. Parce qu'on ne peut pas comprendre tous nos services de sécurité, de renseignement, services d'intelligence, on les appelle. De services d'intelligence, qui n'ont pas pu détecter. C'est pourquoi nous disons toujours que nous, la République, ou les Congolais, nous sommes là pour agir en amont et non en aval. Parce qu'il devrait y avoir des informations avant toute chose pour que ces gens pénètrent même le lieu le plus saint, comme je suis en train de l'appeler, le lieu le plus sacré. On parle de Kinshasa, c'est quand même la capitale. Et on parle de Kinshasa. Et maintenant, on doit condamner, si nous allons parler véritablement compatriotes, nous devons condamner les services de renseignement, nous devons condamner le service de migration ou d'immigration qui sont dans les frontières. Comment ces gens ont pu entrer jusque dans la capitale sans être introspectés par nos services. Or, le service doit veiller sur la sécurité, non seulement du président de la République, mais de ses concitoyens. Et comment ils sont pu passer dans tous les radars pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans
l'enceinte même du palais de la nation, sans toutefois être intercepté par les services. On a vu aussi, hein, pendant des moments, ce siège de la grande institution du pays où il travaille, là je parle du président de la République, à un moment, avec le régime passé, il était encadré. On a vu qu'il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Pour que vous dépassiez la route là qui menait vers Pullman, il faut, je ne sais pas, que vous soyez un dignitaire ou c'était carrément bloqué. Donc on doit revenir sur ce point en renforçant les systèmes sécuritaires. Ce n'est pas ça l'essentiel. On peut barricader, mais il n'y a pas la sécurité dedans. On peut laisser le passage ouvert, mais il y a la sécurité dedans. Donc, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et là, nous interpellons les services. Je vois que nos services sont toujours forts pour traquer les opposants, pour traquer les activistes de droits humains, mais ils ne sont pas intelligents pour détecter quel est l'ennemi, parce que l'ennemi ici, ce n'est pas l'opposition. Pour anticiper quand même des cas comme ça. Monsieur Fiston, l'ennemi, ce n'est pas l'opposition. Parce que lorsque le président de la République jure ou prête serment, il ne prête pas serment pour garantir la sécurité simplement de ceux qui sont au pouvoir. On peut tout dire sur la sécurité, mais il dit qu'il va veiller, il est le symbole de l'unité nationale. On peut tout dire sur la sécurité, mais on dit aussi que ces gens-là étaient venus ici, notamment son leader qui a été neutralisé par l'armée, était venu ici avec, on va dire, le titre d'investisseur. Il est venu d'ailleurs avec des Blancs, des Américains, qui ont été d'ailleurs arrêtés. C'était des Américains. Alors cet Américain, je poursuis, cet Américain est entré d'ailleurs par le Congo-Brazzaville. Donc on va dire aussi, ce n'est pas que nos services qui est le problème, qui sont le problème. Il y a aussi les services, par exemple des États-Unis d'Amérique, les services du Congo-Brazzaville, parce qu'il est passé par là. Ça fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Pourquoi? Ce sont des faits. Hein. Le monsieur, il s'appelle comment? Christian Mangala. Christian Malanga, voilà. Qui est mort, qui a été abattu. Il n'est pas, lorsque nous suivons les informations, lorsque nous faisons, on est en train d'ailleurs ce matin quand je venais, j'ai essayé de parler avec un vieux, qui me dit il n'est pas dans ce premier forfait. Quel genre de forfait? Même dans l'époque de Kabila. C'est un monsieur qui a déserté dans l'armée. Ça c'est vrai. Alors, c'est-à-dire qu'il vit et on voit ses vidéos à travers le monde. Ses réunions. Mais on dit qu'il est listé dans les services. Ça c'est selon l'armée. Contre la République. C'est quelqu'un qui est listé. Un monsieur qui vient et vous le voyez que c'est lui. C'est faux. Là, je ne serai pas d'accord. Et si cela est vrai, ça veut dire que nous devons condamner encore le service. Par exemple, des DGM. Vous cherchez Christian, je prends un exemple, vous cherchez Fiston Oleko. Et vous voyez Fiston Oleko. Ne le cherchez pas, il était une personne, on va dire, suspecte. Oui, quand on dit suspect, c'est-à-dire qu'il était recherché. D'accord? Il y a une nuance. Hein. Il y a une nuance. Bon, je m'excuse. Quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas aller. Allons-y. C'est la suite logique. C'est-à-dire qu'il est suspect. Je prends votre logique, il était suspect, oui. Mais vous voyez, le suspect est là. Il vient dans un casquette d'un investisseur. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut quand même suivre ses mouvements. Vous le suivez. Être prêt pour savoir, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? Et nos services doivent y avoir des bases de données. Et l'Interpol, on pourrait même interpeller l'Interpol pour voir est-ce que oui, c'est lui, est-ce comment? Mais ils n'ont pas fait ça. Merci. Donc il y a je peux dire une légèreté au sein de nos services. Je m'excuse, je vais dire ça. Parce que si cette version est vraie et qu'il est venu comme investisseur et que c'est un monsieur qui y est suspect, on devait l'arrêter. Merci beaucoup Emmanuel Ngonga. Vous savez, ce sont des questions de la des questions de l'État et les questions dans un État. Des questions suscitées dans un État qui se veut être démocratique. Et je pense que ça ne fait que élever les discussions, élever les débats au sein de la place publique, mesdames et messieurs. Et il faut dire que le gouvernement a annoncé que les enquêtes sont en cours et à très bientôt, les responsabilités vont être établies. Mais
Les impacts de cet incident, de ces coups d'État manqués, ne se sont pas seulement sévis ici à Kinshasa. On parle aussi des Brazzaville qui a reçu des impacts, des obus. Voilà, on va voir les images avec nos confrères du Congo-Brazzaville qui ont réalisé un reportage sur la question. Là, si la régie est d'accord avec moi, essayez un tout petit peu de nous balancer ce reportage. Les habitants de Bakongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, ont été réveillés aux premières heures du dimanche 19 mai 2024 par les détonations des obus. Tirés depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite aux altercations de l'armée et actes d'incivisme perpétrés par des présumés malfrats dans cette capitale, ces obus sont tombés sur 5 ruelles de ce quartier, notamment rue Archambault, Molle, Alexandrie, Béranger et Antonetti, occasionnant des dégâts énormes. Informé de la situation, le maire de Bakongo est allé constater l'ampleur des dommages et rassurer les victimes de l'assistance de l'État. Alertés, informés, nous nous sommes rendus sur les lieux où nous nous trouvons présentement pour constater, n'est-ce pas, et faire un état des lieux en termes de dégâts matériels et surtout humains. Nous sommes ici sur la rue Alexandrie, alors quelques dégâts matériels assez importants, et un dégât humain. Ce sont les effets collatéraux de ces détonations, de ces explosifs que nous avons reçus en provenance de Kinshasa. Maintenant, vous dire l'origine, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, nous attendons que les officiels eux-mêmes, j'en suis un, mais la hiérarchie qui est là, maîtrise mieux l'information pour que les populations de Brazzaville et celles de Bakongo s'apaisent. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de se rassurer qu'il n'y a pas eu mort d'homme, qu'il y a eu des dégâts matériels assez importants sur les habitations. Mais je pense que personne n'est mort. Et c'est déjà ça, Dieu merci. Et le reste, on verra. On verra et vous serez informés en temps opportun. Victimes des projectiles, ces habitants n'ont pas manqué de relater les faits. C'était à 5h30. J'ai entendu seulement le bruit. J'ai entendu seulement, parce que moi je dormais au salon. J'ai entendu seulement le bruit. Bah, moi j'ai dit, ah mais ça c'est quoi? C'est le cartouche. Je suis allé réveiller la famille. Madame et les enfants, quoi. Ils étaient dans la chambre. Moi j'étais là. Moi je crois que c'était quoi? Peut-être le tonnerre. Moi je crois que c'était le tonnerre. C'était le hobby. Je ne sais pas si le hobby ou le lance-roquette, moi je ne savais pas. C'est la flamme qui sort de la maison. Je ne connaissais pas là où ça venait. Et puis du coup, bon, c'est là où je me suis senti que non, que c'est maintenant, c'est les coups de flamme. Tout. J'étais au lit, je dormais vers 5 h du matin, j'ai entendu un bruit. Je me lève, c'est mon garde-linge qui était dispersé. J'ai senti une odeur et il y avait de la fumée. Donc mon premier réflexe, c'était de d'abord prendre l'enfant et de sortir. Il y a eu des éclats. Donc c'est la doudoune en fait qui a fait que, on dirait, a aspiré. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, c'est du coup les éclats ne sont pas revenus vers moi parce que mon lit était carrément en face du garde-linge et le truc est tombé en face là-bas. Dans la maison. Outre les pertes des biens matériels, une personne est également victime des impacts des obus largués depuis Kinshasa. Il en est de même des logements sociaux de Bakongo. Voilà, les dégâts collatéraux de cette attaque que la RDC a subi à partir des institutions, mais aussi des représentants de ces institutions, à la personne notamment du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, qui est VPM démissionnaire bien évidemment. Et vous voyez les dégâts de ces actes jusqu'au Congo-Brazzaville, la capitale de notre voisin. Est-ce que ça peut aussi s'exporter comme ça et avoir des incidences sur nos relations? Si on ne gère pas bien, bien évidemment. Je ne pense pas parce que nous avons une histoire commune avec le Congo-Brazza, ce sont nos frères, bien que la diplomatie et les relations internationales interviennent dans tout ça. Justement. Mais je crois que lorsque même vous suivez l'interview, la déclaration du maire de la ville, qui n'en fait pas un problème, et je crois que c'était indépendamment de la volonté de nos forces armées de sécurité d'avoir tué Nobi vers le Congo-Brazzaville. Nous aussi, nous étions victimes un temps avec les bombardements d'Mpila. On n'en a pas fait un problème. On n'en a pas fait un problème,
c'est les frontières le plus rapprochées du monde, des des capitales ouais. les plus rapprochées du monde. Je crois que ce sont nos frères, ils seront à mesure de comprendre que le pays était en danger et ça ne pouvait que se passer comme ça. Et c'était indépendamment pour moi de nos forces armées de sécurité pour affaires. Donc je crois que nos voisins vont comprendre et nos frères brazzavilleois doivent nous comprendre. Voilà, c'était là Emmanuel Ngonga. J'ai dit ici qu'il est cadre de SOS Jeunesse en danger, un mouvement citoyen. Mais on va passer au deuxième thème de cette émission. Mais avant que nous passions, je veux vous poser une question qui dérange, mais ça vaut quand même la peine de la poser. Pourquoi on vise Vital Kamerhe qui a passé une nuit, on va dire, une nuit d'horreur, et dans le reportage de l'armée, on parle même que Jean-Pierre Bemba et Judith Souminois étaient aussi visés. En quelques mots, est-ce que qu'est-ce qui dénote cela? Est-ce que le monsieur peut avoir un point particulier avec le président de l'UNC? Bon, moi je crois pas, mais on ne sait pas vraiment déterminer cette histoire. Encore que les enquêtes sont en cours. Cette histoire, c'est flou, hein. C'est flou parce que le premier assaut était chez le vice-premier ministre de l'économie. Mais c'est après là qu'ils sont passés au palais de la Nation. Pourquoi l'attaquer? Pourquoi le cibler? C'est ça la grande question. On dit qu'ils étaient à 3. Et moi je pense que nous devons nous demandons au service de nous fournir des informations. Et nous avions suivi la déclaration de cadres et militants de l'INC qui demande aussi qu'on puisse éclaircir l'opinion publique concernant ça. C'est très important. Mais si on ne le fait pas, ça serait total, pas bon, on va rester dans le parce que c'est un cadre, un monsieur, c'est un dignitaire de la République qu'on vise pour l'éliminer physiquement. Si Dieu n'a pas intervenu, il pourrait déjà être aujourd'hui on parle d'autre chose. Mais or, il était déjà prêt, ou il est prêt à assumer de hautes fonctions de la République, et nous ne voulons pas ça. Et pour terminer, monsieur Fiston, pour clore à ce sujet, moi je crois que nous, en 2019, nous avons mené une campagne ne touche pas mon président. C'est-à-dire que nous, SOS Jeunesse en danger et d'autres activistes de droits humains, nous voulons aujourd'hui pas tomber dans ce que nous avions vu pendant le régime de Kabila, le père qu'on a tué, un président de la République. En pleine capitale, dans son bureau. Nous voulons voir tous nos présidents à vie, comme dans d'autres pays du monde. Comme on a Joseph Kabila. Et qu'aujourd'hui, nous allons voir Joseph Kabila, nous allons voir Tshisekedi, nous allons voir celui qui viendra demain. Justement. Ou soit nous avions pu voir Mobutu, nous allons pu voir Kasavubu et les autres, parce qu'ils sont ici les symboles aussi de l'État, bien qu'ils ne seront pas en fonction, mais nous voulons les consulter pour savoir comment ils ont géré le pays, et ils sont bénéfiques, comme nous le disons le panafricaniste ou en africain, un vieux sage dans un village, c'est une bibliothèque. Donc nous voulons voir ces gens-là. Et nous voulons aujourd'hui que nos services veillent sur la sécurité des citoyens, et non seulement des dignitaires de notre pays, mais eux-mêmes mais si on attaque les bureaux présidentiels, le bureau où siège la grande institution comme celui du président de la République, qu'en sera-t-il de nous, les simples citoyens, aujourd'hui? Qu'en sera-t-il de nous? Au-delà de tout ça, qu'est-ce que les Congolais, nous en tant que peuple congolais, peuvent garder ce qui est, on va dire, ce qui a un tout petit peu de chair en tant que Congolais pour que des situations pareilles ne nous divisent pas? Je pense qu'il faut l'unité. Il faut l'unité, mais nous avons un problème, M. Fiston. Nous regrettons, quand je dis nous, c'est les activistes ou ceux qui pensent, les penseurs qui pensent, et à donner notre point de vue concernant la vente. Vous savez que nous, SOS Jeunesse en danger, nous avons initié un projet dénommé Kengela Voisin. Le Kengela Voisin, en français, c'est la vigilance citoyenne. C'est-à-dire que nous avions pensé à ce que la sécurité soit l'affaire de tous. Quand vous allez dans le pays comme la Russie, même un chauffeur, il est détecteur, il est un agent de la sécurité. Donc la sécurité doit être réciproque et la sécurité doit être citoyenne. C'est-à-dire que tout citoyen là où il doit veiller pour son pays. Lorsqu'il voit un mouvement qui ne va pas, il va informer au service de renseignement, il va informer au service
aux services compétents. Donc, on a les alerteurs de sécurité qui travaillent dans ce sens-là, ou qui prennent les informations et le donnent, parce que lorsque même dans nos quartiers, il y a des problèmes qui se passent. Il y a un monsieur qui quitte peut-être un Ngaliema, qui arrive à Barumbu, et qui habite Barumbu, quand vous demandez son voisin, il vous dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail. Cette personne-là qui traverse, même aussi au niveau de la ville, où on fait des déplacements, sans informer au bourgmestre, sans informer au chef de riz, sans informer au chef du quartier, nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire que nous devons coordonner ça. Même le déplacement, même l'exode rural, nous devons coordonner cela. Mais lorsqu'on propose de tels projets à nos autorités, Bango, bah, ils ne voient pas ça. Ils ne voient que lorsqu'on donne des millions. Ils traquent les sacs comme nous voyons. Vous êtes à Victoire, vous voyez un agent de renseignement qui vous dit non, je vais vérifier ton sac. Est-ce que le sac a un problème avec la sécurité? Et ils sont là que pour traquer les activistes, ils sont pas là que faire ce qui est pas important pour la République. Mais il y a des questions très capitales que nous devons traiter avec un gars comme celle-ci, comme celle de la sécurité. Voilà, coup de gueule de Emmanuel Monga. Ben, on va passer au deuxième thème de ce lundi 20 mai 2023. Il est bien évidemment que l'actualité de ce dimanche a été dominée par, d'un côté, ces mouvements criminels, mais aussi, on va dire, du côté de la culture, le cancer du pasteur Moïse Willy. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que nous sommes dans un virage tout petit peu délicat. Le pays qui attend son gouvernement et le pays qui attend notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale de la représentation de la population, voté en décembre 2023 à la lumière des élections. 3 décembre, bien évidemment. Et jusque-là, pas de gouvernement. Là, je vous pose la question, bien évidemment. Jusque-là, pas de gouvernement et pas de bureau définitif. Le président, l'Assemblée nationale a fixé les élections du bureau définitif pour le 18, samedi 18 mai, mais les contraintes politiques ont fait que la date soit renvoyée sine die et tout ça, on a vu qu'on s'en remet encore au président de la République. Bon, mais avant que je revienne avec cette question, je vais poser à nos téléspectateurs, c'est ce compte rendu de cette réunion qui a eu lieu le samedi au bureau du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, consistant bien évidemment à discuter du définitif de l'Assemblée nationale, précisément sur les postes qui reviennent à cette coalition majoritaire. Par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé par la haute autorité que les membres du Présidium et les chefs des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation constituant la majorité parlementaire, se retrouvent en vue de mettre en ordre les listes de manière à répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en substance était tenir compte du poids politique de chaque regroupement politique, tenir compte de la géopolitique, en particulier de la représentation de la province de la Grande Orientale, mais également tenir compte de la présence féminine au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable sénateur Augustin Kabouya Tshilombo, nous avons tenu la réunion en toute transparence et tous les regroupements y étaient représentés. Ainsi donc, abordant la méthodologie, le coordonnateur de la majorité parlementaire a demandé à chaque président de regroupement de présenter la liste de ses députés.
Après cette vérification, il était question qu'on puisse les confronter avec la liste définitive telle que issue de la Cour constitutionnelle dans son dernier arrêt, donc l'arrêt définitif portant désignation de tous les 477 membres, donc députés nationaux, tels que validés et confirmés. Au cours de cette séance, il y a eu beaucoup d'échanges et le travail a été un travail technique et en toute transparence. Il a été posé la question à chacun de pouvoir formuler les observations et à l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. C'est ainsi que la liste, tenant compte du poids politique de chaque regroupement, a été élaborée et qui totalise 450 députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, la liste des regroupements par poids politique étant adoptée par la plénière, eh bien, il a été demandé au coordonnateur national d'en faire rapport au chef de l'État, c'est-à-dire lui transmettre cette liste, et à l'issue de la validation de la haute autorité politique, le ticket sera connu et communiqué à tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée. Il y en a qui commencent à prendre une liberté exagérée et donc on a rappelé tout le monde à l'ordre parce que c'est dans la discipline que nous pourrions atteindre les objectifs tels que le peuple attend de notre Assemblée nationale. Contrairement à ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, que non, nous ne sommes pas mis d'accord, bon, on se pose la question pourquoi les gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce niveau-là. Au moins, nous avons bien fait le travail, nous avons commencé à 15h pour terminer à 21h et nous sommes tous sortis en train de causer sans problème. Mais à ma grande surprise, j'ai vu dans les réseaux sociaux comme quoi nous ne sommes pas mis d'accord. Bon, je ne sais pas ce que les gens recherchent. Si nous sommes retrouvés dans cette salle aujourd'hui, c'était pour clarifier des choses que nous avons revendiquées devant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons jugé bon de confronter la vérité de ce que certaines personnes rencontraient à travers les réseaux sociaux. Bref, l'opinion doit retenir que tout s'est bien passé et nous avons bien terminé. Il n'y a aucun problème. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Comment expliquer que nous parlons sans la présence des autres? Nous pouvons dire à nos amis qui peuvent se poser de tels genres de questions. En ma qualité de président des séances et l'honorable Bahati comme rapporteur de la séance, c'est à ce titre-là que nous prenons parole pour aider, édifier notre peuple à comprendre ce qui s'est passé réellement au lieu de laisser la population dans la confusion monter de toutes pièces. Emmanuel Ngonga, vous avez suivi avec nos téléspectateurs ce qui se passe au niveau de la classe politique ou au niveau d'une frange de la classe politique, parce que la classe politique est quand même, on va dire, diversifiée, les positions majorité. Mais ça, on parle de la majorité parlementaire qui ont plus de 400 membres, sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et on va dire aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à mettre en place un bureau définitif pour l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut avoir l'idée de celui qui bloque ou la chose, une réalité qui bloquerait? Oui, la réalité, elle est celle-ci, messieurs Fiston, selon les analyses. Il n'y a rien d'autre que le problème, c'est l'homme politique congolais. C'est l'homme politique congolais et que cet homme que nous ne cessons de crier ici, que cet homme est définitivement ancré de l'égoïsme, de l'envie du pouvoir pour le pouvoir, des ambitions de mesurer. Et c'est ça le problème. Et nous devons comprendre que l'État est patrimoinisé. C'est-à-dire que l'État devient un patrimoine personnel des individus qui ne veulent pas laisser le pouvoir. On va parler du gâteau, hein, comme Frédéric Mbongo. Mais c'est le terme propre. Moi, je dis patrimoine. Ils ont pris comme si c'est leur patrimoine privé. C'est comme si c'est leur héritage à eux seuls. C'est ce qui bloque, rien d'autre. Au-delà de ça, c'est cette crise qui est au sein de l'Union sacrée, où il n'y a pas une bonne gestion des ambitions.
lorsqu'il s'avère, s'il s'agissait ici des intérêts de la République, pourquoi ça doit bloquer? C'est la question que nous tous nous devons nous poser. Mais c'est parce que ce n'est pas les intérêts de la République qui priment au sens propre. Et maintenant, ce sont les intérêts individuels des gens ou des individus qui priment. Et c'est pourquoi on voit, ils se tirent à couteau tiré. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Lorsque nous voyons, lorsque vous lisez la Constitution dit le Premier ministre est ici de la majorité présidentielle. Parlementaire. Et s'il n'y a pas une majorité, on nomme un informateur pour que l'informateur identifie cette majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et nous avons l'union sacrée. Supposons que tout le monde se disait que nous soutenons le chef. Nous avons battu une campagne avec lui ici à travers la République. S'il s'agit que vous vous êtes battu pour le chef, mais pourquoi vous devez bloquer? Parce que maintenant c'est le chef qui a prêté serment. Je ne cesse pas de le dire. Ce n'est pas ni M. Bahati, ni M. Mbosso, ni qui que ce soit qui a prêté serment devant le peuple. C'est le président de la République qui a prêté serment, qui a juré et qui, les Congolais, attendent de lui un mandat. Un bilan. Un bilan à la fin de ce mandat. Mais vous prenez 6 mois pour perdre le temps. Et nous allons vers 7 mois où il n'y a pas un gouvernement. Mais ce n'est pas ça aussi la respiration normale d'une démocratie? Quelle respiration? Pourquoi ça doit prendre du temps? Quelle respiration? Ce sont les égos, les égos de part et d'autre. Ou celui-ci ne veut pas céder la place à l'autre. Ou celui-ci dit c'est moi qui dois rester. Et nous disons que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Comme quoi? Tout le monde parle de responsabilité. Il doit décider parce qu'il est le leader. Il doit s'imposer. Il s'impose. Mais tout le monde n'est pas de l'UDPS. Hein? Non. Il est issu de l'UDPS. Où vous voulez. Il doit s'imposer avec l'UDPS. Bien que ça n'entre pas, parce que nous avions suivi, bien que le Parlement, on ne peut pas les dissoudre, parce que si les députés ne sont pas d'accord ou ne sont pas comment, non, le Parlement, on doit dissoudre le Parlement lorsqu'il y a un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Non, nous n'en sommes pas encore. Non, j'ouvre, parce que le président a dit qu'il peut dissoudre le Parlement. Mais moi, je pense que la bonne chose à dissoudre, c'est l'union sacrée qui doit dissoudre. Ah, ça, ce n'est pas revenir en arrière. Non, il doit dissoudre l'union sacrée. Parce qu'avec de telles personnes qui ne veulent pas lui accorder la chance... Les personnes qui sont élues, qui ont des forces politiques. Excusez-moi, avoir une force politique, ce n'est pas prendre le pays en otage. Entre ta force politique et la République, qui est plus... Je pense que c'est la République, il faut privilégier l'intérêt de la République. Parce qu'à ce moment où nous parlons avec vous, les Congolais ne savent pas de quel pied danser. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas les institutions, sauf la présidente de la République. Il le scelle. Et maintenant, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas le Sénat. Bientôt là, on va encore voir le Sénat pour le sénateur, le bureau du Sénat et les gouverneurs. Et ça, on est dans quel pays? Et pendant ces temps, vous dites quoi à la population? Serrez vos ceintures. Non, on ne serre pas vos ceintures parce que ici, il ne s'agit pas de serrer la ceinture. Il s'agit de vos intérêts privés et de vos familles. Or, s'il était catégorique, si on était dans la logique des choses, on devrait justement voir dans les regroupements politiques que le regroupement qui a plus de députés, et on se partage. Ici, la répartition pouvait se faire dans ce sens-là. Et je donne, et j'encourage ces députés-là, qui ont refusé pour que ce vieux-là se retrouve encore. Parce qu'ils avaient raison. Vous n'avez pas de députés. Mais vous voulez... Non, il a combien? Prenons le poids politique. Il est plus que même le MLC. Ça venait de vous. Si on prend le poids politique, dans des forces-là que nous citons, les forces politiques, mais il y a déjà, c'est bien établi, nous voyons, il y a les listes qui circulent. Il suffit d'arriver à la CENI, vous trouverez que c'est Kamere qui a plus de députés, et c'est comme ça on se partage. Peut-être par courtoisie, par élégance, on pourrait dire, bon voilà, on négocie, c'est pourquoi ici je parle de gestion des ambitions. Est-ce qu'à l'union sacrée, y a-t-il un mécanisme de gestion des ambitions? Parce que là où il y a des leaders, on doit toujours voir cet équilibre.
ou qu'on trouve une commission de gestion des ambitions, où on va dire non, monsieur, voilà, on règle entre familles politiques. Mais ce qui se passe ici, ça ne donne pas aux Congolais l'impression de voir que ces gens sont d'une même famille, sont d'une même famille politique. Donc pour vous, le président Tshisekedi doit user un tout petit peu de la dictature. Pas la dictature, mais c'est la rigueur. Le chef doit avoir cette rigueur vis-à-vis de ses collaborateurs. Et c'est fini, c'est ça, c'est pas une dictature en fait. C'est lui qui est le chef. C'est-à-dire qu'il est le chef, il a le dernier mot, il a la dernière décision. C'est lui le dernier rempart qui va dire non, ici ça ne marche pas. Je veux ça, et tout le monde obéit. Si vous ne voulez pas, Régionné Nanga va faire la rébellion. Est-ce que c'est la seule voie de sortie pour quitter ce blocage auquel nous assistons? Moi, je pense que c'est la seule voie. Parce que nous risquerons encore de voir ce théâtre. Et c'est le Congolais, c'est le pays qui perd. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, ils sont députés, ils sont sénateurs. Le matin, ils sont au Sénat. Le soir, ils sont à l'Assemblée nationale. La nuit, ils sont ministres. Et nous ne savons pas qui gère quoi. Est-ce que réellement, ils sont en train de gérer les affaires courantes? Oui, ça reste à désirer. Ils gèrent des affaires courantes. Ça reste à désirer. Il n'y a pas d'inauguration, il n'y a pas de lancement de programmes, il n'y a rien. Ça reste. Nous sommes encore dans la présomption. Nous sommes dans l'expédition des affaires courantes. Alors, ces affaires courantes, doit-on prendre combien de temps? En 2019, et nous risquons c'était jusqu'en septembre qu'on a vu le premier gouvernement Tshisekedi sortir. Nous n'avons pas, c'est pas la même époque. Le président de la République est dans son deuxième mandat. Et nous, les Congolais, nous comptons déjà, il y a déjà combien? 120 jours qui sont passés ou 130 jours qui passent. Ça, ouais. Et ce sont des jours de moins encore. De plus, je dirais, qui passent pour avoir non simplement quoi? Les institutions légales. Nous avons les institutions, mais nous devons avoir les animateurs, ça pose problème. Alors, la place de la population dans tout ça, est-ce que la population doit continuer à regarder comme ça ou bien... Moi, je vois, en quelque sorte, je vois que c'est une manière de ces gens-là pour faire haïr le président de la République. Pour que la population se soulève. Parce qu'il y a une grogne sociale, sécuritaire, tout ne va pas dans le pays. Pendant que la population a soif de voir même ces gouvernements, je dis, vraiment soumis nous. Mais aujourd'hui, nous avons des théâtres. Le soir, c'était l'informateur. Le matin, c'était les bureaux, les comités du bureau politique, je ne sais pas moi, de l'Union sacrée qui va se réunir, les présidiums. Et c'est quoi cette histoire? Donc, les 100 millions ou 120 millions de Congolais vont dépendre de 6 personnes dans leur vouloir de ne pas mettre les institutions en place et nous devons céder à leurs caprices. Ça ne se fait nulle part. Dans aucun pays du monde où on prend le pays en otage parce que Mbosso ne veut pas laisser le perchoir de l'Assemblée nationale, parce que c'est celui-ci qui veut... Il a déjà abdiqué, il a pris nous ne comprenons la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. La honte du siècle. Vous avez été président de l'Assemblée nationale. Pour quel intérêt il s'accroche à devenir deuxième vice-président? On a vu Poutine avec Medvedev faire premier ministre, président, premier ministre, c'est normal. Et vous voulez comparer la Russie avec la République démocratique du Congo? Non, je ne compare pas, je prends le cas. Quand vous regardez les ambitions patriotiques de Poutine, c'est pour servir sa nation et non pour ses intérêts privés. Vous les jugez déjà patriotique. Mais oui, mais qui ignore que ce monsieur est patriote? Il aime la Russie. On va en parler. Il aime la Russie, mais pas nos pépés qui s'accrochent pour le pouvoir, simplement pour les intérêts, pour assurer peut-être la génération de ses fils ou de ses petits-fils. Mais on va pas quand même refuser. Il en a déjà fait. On ne peut pas quand même refuser à un Congolais de caresser des ambitions politiques. Faites ça par élégance. Ça, ce n'est pas élégant. De quitter la présidence. C'est pas élégant. À la deuxième vice-présidence. Pour moi, le vieux devrait se reposer avec tout le respect qu'on lui doit. Le vieux devrait se reposer. Il a dit qu'il a encore la force de servir le Congo. Ah, mon Dieu. Mais pour quelle expérience? Pour quel résultat? Vous avez encore la force de servir le pays. Pour quel résultat? C'est les chouchous de l'UDPS. Hein? Ah, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Il est le chouchou de l'UDPS. Christophe Mbosso. C'est-à-dire que c'est l'UDPS c'est-à-dire que c'est l'UDPS qui l'encourage de faire ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais c'est lui le problème. Ah bon? Mais c'est lui le problème. Comment ça? Le lundi, je crois, c'était hier. C'est aujourd'hui. Il y a un contentieux au niveau du Conseil d'État. Le monsieur se prend à un patron. C'est comme si c'est lui qui gérait la République.
il va écouter personne. Il a quand même la confiance du chef. La fois passée, je vous ai parlé ici de problèmes de députés. D'abord, il a surpris même cette séance-là. Heureusement, par la vigilance du président de la République, il a annulé cette plénière-là qui devrait se passer. Mais pourquoi ce passage en force? C'est là on comprend qu'il y a peut-être le dessous de la carte. Parce qu'il y avait une contestation, et au niveau du Conseil d'État, et au niveau de députés, les 300 députés qui ont fait une déclaration pour revoir même qui n'étaient pas d'accord avec la décision du présidium. Il a fallu attendre. Mais le même samedi, il lance un communiqué pour qu'il y ait une plénière de validation, je ne sais pas, d'élection carrément et d'installation du bureau définitif. Et voilà là où j'ai dit que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que ni t'étais lui, ça allait se passer et ça devrait se passer avec très, des très, candidats très mal. uniques partout. Candidats uniques partout. Et voilà, en tant que garant et en tant que patron de cette fameuse union sacrée, il a sauvé la situation. Fameuse union sacrée. C'est une fameuse union sacrée. Il faut directement dissoudre. Voilà. Si c'était moi, j'allais dissoudre. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités pour appliquer la rigueur, mais aussi dissoudre, bien évidemment, cette union sacrée, cette plateforme, cette initiative qu'il a mise en place depuis 2020. C'était d'ailleurs cette plateforme pleine d'espoir qui a, on va dire, éclaboussé, qui a mis fin à la coalition FCC Cash, qui mettait ensemble les opposants et la majorité d'hier sous Joseph Kabila. Nous tendons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, Emmanuel Ngonga, où allons-nous? Jusqu'où irons-nous avec ces guerres entre hommes politiques pendant que la population a beaucoup, il y a beaucoup de défis à relever au niveau de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut beau critiquer, on peut beau dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter non seulement de tels cas aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le Congo, on va toujours réfléchir autour de l'immédiateté, ou bien on va aussi réfléchir à mettre en place des mécanismes qui, à long terme, qui peuvent nous éviter de telles situations? C'est pourquoi nous disons SOS. Vous savez, l'autre fois, avant même que nous ayons les élections de décembre 2023, nous avions pensé qu'il faut un dialogue. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais avec tout l'argent que nous avons dépensé pour les élections. Monsieur Fiston, il est important aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la recommandation ou la demande même de notre mouvement à Monsieur le Président de la République que nous devons maintenant s'asseoir pour voir qu'est-ce que le Congo doit faire. Pour se partager les gâteaux ou quoi? Non, il faut refonder l'État, monsieur. Nous devons refonder cet État en commençant par l'homme politique congolais. Ça, c'est impossible, vous savez comment. Mais comment c'est impossible? Parce que nous ne sommes pas une nation, monsieur Fiston. Ah bon? Lorsque nous devons privilégier nos intérêts privés, nos intérêts propres à nous, et on sacrifie la nation. Mais c'est votre question, où allons-nous? Nous allons vers une descente aux enchères. Nous allons vers l'enfer, l'hécatombe. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les individus soient plus que les 10 millions ou excusez-moi, les 100 millions de la population congolaise. Parce que les 5 millions leur ont donné confiance de les représenter. Excusez-moi, mais si on vous a donné cette confiance de nous représenter, renvoyons-nous quand même l'ascenseur. Renvoyez-nous quand même l'ascenseur. Les fonctionnaires sont mal payés, oui, parce qu'on vous a voté. Et vous récoltez des millions. Les médecins ne sont pas payés. Les militaires hier qui ont fait pour qu'il y ait peut-être pas cet attentat ou ce coup d'État, ils sont payés combien? Ils sont quand même augmentés, hein. Là il faut le reconnaître. Je ne sais pas moi. Sous le premier mandat ça n'arrive pas. On a quand même augmenté les laissez-moi quand militaires. même parler pour ces gens-là. Et puis la régularité des payes. Excusez-moi, dans quel pays? Moi je vous oppose des faits. Excusez-moi, monsieur Fiston. Donc même là où vous êtes, je crois que les militaires pourront se fâcher. C'est une bonne émission. Non, et votre ça, émission, nos vaillants soldats, les gens suivent ça. Ils savent, arrêtez de provoquer les militaires parce que le salaire qu'ils touchent n'arrive pas même dans la cheville du salaire de Mbosso. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Donc, le dernier mot. Nous disons ici,
nous voulons que les Congolais s'assoient. Et là, j'ai une recommandation au président de la République, parce que nous, lorsque nous lisons l'article 59 de la Constitution, on dit le président de la République, il est le symbole de l'unité nationale. Donc, pour ces fonctions, pour ces attributions, nous pensons qu'il est temps, pour ce qui s'est passé hier, parce que je vois que c'est un danger, parce que ça peut se répéter encore. Vous parlez du coup d'État de la manqué. nation. Ça peut se répéter encore, parce qu'il y a nos ennemis qui sont partout, et nous ne pouvons pas nous fragiliser à l'interne. C'est-à-dire qu'ici, nous devons avoir une coalition, nous devons avoir l'unité au niveau de l'interne pour faire face à ce qui va venir de l'externe. Et je pense qu'il est temps que le président de la République, je pense qu'après le gouvernement Soumani, il doit interpeller Souminois à réunir et l'opposition et la majorité pour que nous voyions qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce qui est comme danger. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda ne dort pas. Les Rwandais ne dorment pas, les Rwandais ne rêvent que la République démocratique du Congo. Derrière le Rwanda, il y a ces multinationaux et tous les entrepreneurs qui veulent nos coltons et les dangers permanents. Donc nous pensons qu'il est temps que nous taisons nos divergences pour suivre l'unité nationale. Et c'est ce que je crois que nous devons féliciter à Mobutu. C'est ce que Mobutu a fait et nous devons être unis pour que nous fassions face aux dangers qui vont nous provenir de l'extérieur. Voilà, nous devrons vraiment taire nos divergences pour l'unité nationale afin de faire face aux défis quotidiens de notre pays, des défis qui nous étaient imposés d'ailleurs aussi par nos voisins, par la guerre, par l'insécurité entretenue. Voilà, ce sont là les mots de Emmanuel Ngonga, cadre dans SOS Jeunesse en danger. Et c'était là ces derniers mots. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Décryptage qui fait la lecture pour vous de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo avec les acteurs politiques, bien évidemment aussi avec les acteurs de la société civile. Voilà, ainsi touche à sa fin cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement au prochain numéro. Et ce n'est pas loin, c'est ce mercredi, même heure, à la même chaîne. Au revoir. Ah, aujourd'hui vous êtes déchaînés, vous êtes...